rentre dans la polémique. Ah. On aime la polémique ici. Non, non, c'était tranquille. C'était du Sansonnet. C'était tranquille. C'était tranquille. Gaston Kelman, on vous prête de cette phrase-ci. L'Europe ne doit rien à l'Afrique. Est-ce vrai ou faux? Moi? On vous la prête cette phrase. Amenez-moi ce type-là. Bon, très bien. Attends, c'est la provocation que tu fais là. Non, mais on vous a prêté cette phrase. Moi, je vous ai dit beaucoup de choses ici aujourd'hui. J'ai lu sur votre Wikipédia, est-ce vrai ou faux? Ça, c'est sur mon Wikipédia. Vous avez dit oui, vous avez dit faux. Donc voilà, ça, c'est sur le Wikipédia. J'ai trouvé ça aussi. Ah, ça, je peux pas accepter ça. Vous m'avez dit que c'est faux. Gaston Kelman, on vous dit un adepte des idées de Paul Biya. Est-ce vrai ou faux? Les idées de Paul Biya? Oui. Quelles sont du renouveau. Sont... Et sur une chaîne de télé, d'ailleurs, vous défendiez le régime Biya. Ça, au moins, je l'avais vu. Qu'est-ce que je disais? Parce que ça n'est pas maintenant. Si être contre Kamto, c'est défendre Biya. Non, je n'ai jamais dit que vous êtes contre quelqu'un. J'ai dit que vous êtes un adepte des idées de Paul Biya. Oui, non, mais je ne vois pas en quoi je suis l'adepte des idées de Paul Biya. Alors, vous avez prôné la réélection de M. Biya en 2018, vrai ou faux? Absolument faux. Je ne me suis jamais mêlé de ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pensez du président Biya dans ce cas-là? Parce qu'il faut que j'arrête de lire ce qu'on a écrit sur vous, que je prenne de ce que vous pensez. Quand je vous pose la question de ça, de dire, dites-moi dans quel pays au monde un homme est au pouvoir depuis 60 ans, tout le monde se plaint et on n'arrive pas à l'enlever. Après tout ce que je peux dire, je ne vois pas l'importance que ça a. Si on comprend la psychologie, enfin pas la psychologie, si on veut lire entre les livres, je vous dis, allez vous débarrasser de lui. Ce n'est pas à moi de le faire. Moi, je suis qu'un intellectuel. Attends, sincèrement, quand vous dites à un peuple, je lui dis tous les jours que Dieu crée, ce type est là parce que vous l'aimez. J'ai déjà écrit 1000 articles là-dessus. Je dis si le type est là parce qu'il correspond à votre modèle, vous êtes d'un égoïsme sidéral. Le Camerounais n'est là que pour bouffer. Aïe. J'ai eu des tas d'amis qui étaient à l'opposition. Le jour où ils sont rentrés au pouvoir, je peux citer par exemple Momo, je peux citer plein de gens, je peux citer des amis ministres par exemple. Est-ce que vous pourriez citer un de vos amis pour lequel... Moukoko était un ami. Attendez. En 2017, vous m'appeliez pour prendre un rendez-vous pour un homme politique camerounais, opposant, disons, qui souhaitait venir dans le bœuf politique. Non, c'est moi qui le proposais. Ah, vous me l'aviez proposé. Même pas vous me l'aviez proposé à l'époque, mais le jour où il est arrivé, il vous a englobé, ce sont d'autres personnes qui l'ont amené. Et je vous l'avais signalé pour garder ma attitude. Alors, est-ce que parmi les opposants que vous citez, ne prononcez pas son nom, car ça va faire la polémique. Dès qu'on prononce son nom, on était à la polémique. Oh oui, ça va faire plus de polémique. D'accord. Est-ce que ces hommes politiques, dits opposants, qui sont entrés dans la mangeoire, se sont engraissés, est-ce que celui-là en fait partie? Absolument pas. Cabral n'a jamais été dans aucune mangeoire. Je vous ai prononcé un nom. Vous avez dit que celui que je vous ai proposé, c'est Cabral. Franchement, je n'ai pas besoin de jouer. C'est Cabral que je t'avais proposé. Je t'ai dit, Cabral, viens en France, est-ce qu'il peut passer à ton émission? Je ne t'ai pas proposé quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que je le cacherais? D'accord. Cabral, autant que je le connaisse, et attends, le type qu'Atabandji voulait massacrer dernièrement, le type a tout monté. Et c'est en cela que Cabral est un homme politique exceptionnellement fort. C'est parce que là où d'autres font des sit-ins et des machins et tout un tas de cycles à côté, Cabral est parti en justice. Il a réussi à vaincre un ministre en justice qui voulait lui casser les pieds. Dans le pays du Cameroun où on peut te couper la jambe, tu vas avec ta jambe, on te dit qu'on t'a rien fait. Cabral a réussi à mener un procès en justice qui a duré des années. Et il a gagné. Alors, ce qui m'a interloqué, et je ne veux pas faire une émission sur Cabral Libi, car on va encore m'accuser d'être pro. Il faut savoir, moi je peux le dire ici, même lui, M. Cabral, a estimé que j'étais un proche de quelqu'un d'autre. Parce que je partage les mêmes origines ethniques que cette personne. Donc, ce qui est déplorable, Donc vous ne l'avez pas dit. Mais j'ai entendu M. Cabral dire que maintenant il gagne 1 million de francs, il n'a plus faim. J'ai cette vidéo-là toujours. Est-ce l'attitude d'un homme politique, ça? Dans un pays où le SMIC est à 36 000 francs, dit je suis arrivé maintenant, je gagne 1 million de francs, je n'ai plus faim. Est-ce correct, ça?
je ne peux pas me prononcer pour une phrase sortie d'un contexte. Cabral s'est levé un jour, il a dit maintenant, il est sorti dans la rue, il dit maintenant je gagne 1 million de francs, je n'ai plus fait, il est parti se coucher. Non, ça devait être dans un contexte où c'était soit de la provocation, soit alors il disait moi je ne cherche plus à manger, je ne veux pas pour les autres, pour qui c'est aussi à manger. Alors, quand tu as gagné 1 million au Cameroun, tu n'as plus faim. Maintenant, ça dépend pourquoi tu le dis. Bon, M. Cabral Libi, vous connaissez ce plateau, je serais très heureux de vous recevoir ici pour essayer de comprendre pourquoi vous avez sorti cette phrase. Oui, mais attends, Cabral te dira la phrase est sortie d'un contexte, par exemple. Et puis, ça, attention. Il était en live, hein, il n'était pas en interview, donc quand on est en live, on pense ce qu'on dit. Mais je n'ai jamais dit qu'il n'a pas pensé ce qu'il a dit. Et quelqu'un qui gagne 1 million de francs au Cameroun et qui vous dit qu'il a faim, il ment. Au Cameroun, avec 400 000 francs, au Cameroun, avec 400 000 francs, on n'a pas faim. Tu peux louer ta maison à 100 000 francs, tu bouffes par mois à 100 000 francs, tu restes 200 000, 100 000 d'économie, 100 000 pour le divertissement et puis le payer certaines factures. Tu as 1 million de francs au Cameroun, 1 500 €, tu n'as plus faim. Bien. Et pourquoi est-ce qu'il devait dire le contraire, lui? Très bien. Pour vous, donc, M. Paul Biya ne devrait plus être au pouvoir, mais c'est parce que le peuple camerounais ne le chasse pas. Absolument. Et j'ai écrit là-dessus. Est-ce que vous êtes conscient que dans ce pays-là, tous ceux qui s'élèvent pour dire non à M. Biya sont jetés en prison, sont assassinés? Je connais 1000 pays où les gens sont... Si Oumyobé avait pensé comme ça, nous n'aurions rien eu. Je ne sais pas combien de personnes ont été assassinées au Cameroun parce qu'elles sont opposées à Biya, j'en sais rien. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont été en prison, à tort ou à raison, et que ça n'arrête pas un combat. Mais quels sont les massacres qui sont au Cameroun plus que ce que le colon nous a donné pour qu'aujourd'hui nous... Donc toi tu penses, et non c'est pas moi qui pose les questions, je ne pense absolument pas que si Biya est au pouvoir c'est parce qu'il a massacré les gens, et c'est parce qu'il a terrorisé tout le monde, mais c'est parce que Biya correspond à l'image que les Camerounais veulent avoir. Si vous n'avez pas du tout de la psychologie, si vous n'avez pas du tout de l'analyse, moi je vous en sers tous les jours. Biya est là parce qu'il est le prototype parfait du Camerounais. Parce qu'il est le prototype parfait du Camerounais. Mais regardez les professeurs d'université dans un pays. Le doctorat et l'agrégation sont devenus les diplômes le CAMES pour entrer au gouvernement. Chaque professeur d'université, maintenant, il attend son tour. Et Cabral est le premier candidat avec Matomba qui est très petit, que j'ai soutenu 1000 fois plus que Cabral, parce qu'il est jeune, tout simplement. Et c'est les 2 enfants, hein, la quarantaine, qui ne sont pas d'abord passés par la mâchoire d'IA pour être comment est-ce qu'on dit, visite à la place du visite. Tous les autres ont été membres du RDPC ou membres du gouvernement. Et après, non, alors qu'il fallait voir les Courbet à l'époque, hein. Après, non, maintenant c'est mon tour. Voilà ce que je ne supporte pas, par exemple. Et là, je dis Cabral, voilà comment le gamin a commencé. Allez voter, allez vous inscrire. Il s'est battu, il a été député, il a réussi à avoir des demandes dans la députation, et des demandes des députés dans la législature qui venait. Bien. Voilà comment c'est le gars. Et c'est un gars qui écrit chaque jour. Il écrit sur ce qu'il va faire, il écrit sur son programme, il écrit sur ceci, cela. Vous êtes en campagne pour Cabral Libi, là, visiblement. Hein? Vous êtes en campagne pour Cabral Libi? On me pose des questions. Oui, ça ne gênerait pas d'être en campagne pour lui. Ah, d'accord. Bon, ben, il faut le dire, qu'on le sache. Je ne suis pas en campagne pour lui, mais quand je vois quelqu'un qui est bon, d'accord. Si vous voulez, je dis plutôt celui qui est mauvais. Non, mais je ne veux pas débattre sur les hommes politiques camerounais. Ces hommes politiques connaissent ce plateau. Tu as dit que tu es venu chercher la polémique, mais je ne prononce pas les noms, car au Cameroun aujourd'hui, prononcer un nom est suicidaire. Moi, je ne peux pas être journaliste. Donc je reste sur vous. Tu peux ne pas. Je reste sur moi, j'ai le droit. Merci de reconnaître que je suis journaliste. Il y en a qui me trouvent idéologiste au Cameroun, dans votre pays-là. Mais c'est toi qui me trouves idéologiste. Moi, je ne te trouve pas. Dans ton pays. Moi, je fais tout dans votre pays également. Tu fais ton boulot. Je suis franco-bamiliki. On m'a retiré, je n'ai pas le passeport camerounais. Tu fais ton boulot, que je respecte bien entendu énormément. Tu es journaliste, pourquoi est-ce que je ne dirais que tu n'es pas journaliste? Je ne sais vraiment pas pourquoi. Ça reviendra à l'idée. Tu es en train de m'interviewer, je dis que tu n'es pas journaliste. Tu as une chaîne de télé, je dis que tu n'es pas télé. Je vais vous confier un truc. Il y en a qui ont des chaînes de télé qui ne savent rien du journalisme. Absolument rien. Mais je ne sais pas ce que c'est que savoir du journalisme. Moi, je n'ai jamais été à l'école de journalisme. Mais aujourd'hui, on me dit parfois que je suis journaliste parce que j'écris tout le temps. Oui, vous avez fait. Il n'y a pas un journal, je n'ai pas écrit. Donc, chers téléspectateurs, vous avez compris que pour Gaston Kelman, M. Biya ne devrait plus être là. Est-ce que je me suis trompé en résumant ici?
Mais il faut continuer la suite. Mais il est là. Il est là parce que les Camerounais ne font rien. Voilà. Non, non, oui, oui, surtout parce que les Camerounais le veulent. Parce qu'il est le modèle parfait. Bon, mon cher ami, il est là par la volonté des Camerounais. Mon cher frère, parce que c'est pas mon ami, monsieur Émile Bankum, arrêtez de torturer les gens, hein. Vous voyez? Vous êtes tellement torturés que les Camerounais ont même peur. Ceux qui sortent pour marcher ont 7 ans de prison. Vous savez cela ou pas, Gaston Kelman? Des gens qui sont sortis juste marcher. Je n'ai aucune raison de douter de ta parole. Des gens qui sont en prison en ce moment, juste pour avoir marché, pour revendiquer leurs droits. Ils ont eu l'intention de marcher parce qu'on allait prendre leur à son domicile. L'intention, 7 ans de prison. Peut-être vous l'avez condamné quelque part, mais je ne l'ai pas entendu parce que je ne peux pas tout suivre. Mais pourquoi est-ce que je dois passer ma vie à condamner ceci ou cela? Je n'ai rien à condamner. D'abord, je ne le savais pas. Et puis, mais je ne savais pas qu'au Cameroun, quand tu marches, tu prends 7 ans de prison. L'intention de marcher. L'intention de marcher, tu prends 7 ans de prison. Je n'ai jamais prétendu que le Cameroun était un pays de liberté ou de non-liberté. C'est cela. Ma ligne de conduite, de ma part intellectuelle, c'est de dire que s'il y a un pouvoir, c'est parce que les Camerounais le veulent. C'est les Camerounais qui ne veulent pas en prison pour avoir eu l'intention de marcher. Si on avait eu peur de marcher, si Oumioben et ses sbires et ses amis et ses frères et sœurs avaient eu peur de marcher, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Si les personnes sortent pour marcher et qu'on leur fait ça, et bien qu'ils reviennent le lendemain, qu'ils reviennent le jour après, qu'ils reviennent ceci, ou qu'ils reviennent cela, ou qu'ils emploient les armes juridiques et la pertinence d'un Cabral pour gagner vous croyez à la justice au Cameroun? Je ne crois pas à la justice. Je vais dire ni l'un ni l'autre. Cabral a gagné un procès. Ah, d'accord. Comme Cabral a gagné un procès, nous saurons enfin qui a tué Martinez Zogo. Vous voyez le truc, quoi? C'est la justice. C'est bien. C'est la justice camerounaise, tout ça. Ça peut être aussi. Je crois que ça peut faire aussi une émission Martinez Zogo. Ça, c'est sûr. Parce que le lancer comme ça, non, moi, c'est pas le modèle juridique. Non, je voulais parler de la justice camerounaise. Jacques, c'est pas le modèle juridique, c'est le mien qu'on jette, voilà, Camille Zogo, Martinez Zogo est en prison. La justice. Elle est morte, par là. La justice camerounaise. Car je peux vous citer. Ce n'est quand même pas la justice qui a tué Martinez. Non, mais la justice camerounaise ne parle toujours pas. Avant lui, Samuel Ouazizi, la justice n'a toujours pas parlé. Je vais vous citer des cas où il a fallu des interventions de la France pour que certains soient libérés sur les brancards qu'on ramène en France. Je peux vous en citer, il y en a, ils sont passés sur ce plateau le dire. Et puis si moi-même je n'avais pas eu beaucoup de chance, je serais mort depuis 5 ans parce qu'on estime que je fais trop bien mon travail. Donc, Gaston Kelman, vous avez écrit « Je suis noir, je n'aime pas le manioc », ça c'est vrai, c'était chez Max Milo en 2003. Vous avez écrit « Au-delà du noir et du blanc », ça c'est tout chez Max Milo en 2005. En 2007, vous avez écrit « Parlons, enfants de la patrie ». Allons, enfants de la patrie. Ensuite, en 2007, l'infidélité vous a enfin gagné. Vous avez écrit « Les blancs m'ont refilé un Dieu moribond », cette fois-ci chez Desclés. L'infidélité a commencé en 2007. Parce que c'est lui qui fait du religieux, du bon religieux. Il est venu le temps. Bien, ensuite, vous avez écrit Les hirondelles du printemps africain. Ma rencontre avec Elie Mohamed Val, le père de la démocratie mauritanienne. Là, mon poids, même comme mon poids là, c'est ici. Là. La Mauritanie est une démocratie. En fait, je ne sais pas si c'est... Nous sommes dans la polémique. Non, oui, ce n'est pas que démocratie. Je crois que c'est Renaissance que je devais mettre, oui, le père de la Renaissance. Je ne sais pas si c'est pas Renaissance. Vous êtes trompé quelque part. J'ai vu la démocratie. Je ne sais pas si c'est pas la Renaissance. C'est écrit démocratie. C'est fort possible. Vous avez vu la démocratie en Mauritanie? C'est en fait, ce qu'on appelle le père de la démocratie, c'est-à-dire... En fait, voilà, il faudrait lire tout le livre. Hein. Le titre, vraiment, c'est une chose. Non, le titre, la Mauritanie, oui, non, mais justement, quand quelqu'un dit comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, ne va pas chercher le Kama Sutra là-dedans, ne baisse personne là-dedans. Hein. Bon, quand je dis, je n'aime pas les enfants, voilà, donc, le titre du livre, c'est une aventure. Là, je vais dire que jusqu'à Elie Mohamed Val, il n'y avait jamais eu d'élection en Mauritanie. Tout s'est passé par coup d'État. C'est la première fois qu'en Mauritanie, il y a une élection où il y a des candidats et lui, Elie Mohamed Val, n'est pas candidat. Le type qui a fait le dernier coup d'État, qui a dit « j'ai fait 2 ans
pour mettre les structures en place, moi je ne serai pas candidat. Bien. Si on peut bien parler de démocratie, je crois que vraiment c'est cette occasion-là. Oui, parce que effectivement ce pays-là, pendant très très longtemps, n'a connu que des coups d'État. Coup d'État. On se souvient quand on était encore étudiant, on avait des amis mauritaniens, c'était des coups d'État. Tous les chefs d'État mauritaniens arrivaient au pouvoir par un coup d'État et des coups d'État sanglants. Bien. Alors, Mauritanie, un pays dans lequel la majorité de la population est noire, mais toujours reléguée au second plan. Ce qui est archi. Il serait bien que j'ai amené des gens en Mauritanie. Je me souviens de celui qui me disait, mais Gaston, si j'écris ce que j'ai vu, je ne serai pas crédible. Alors, un candidat à l'élection présidentielle qui s'est tenu il y a peu en Mauritanie est un habitué de ce plateau. Donc, je parle sous son contrôle, il est moitié peul, moitié noir, quand lui-même vient fustiger. Je donnerai le nom hors antenne, mais regardez les émissions GMTV+, vous trouvez ce monsieur qui a été candidat, qui vient régulièrement, c'est quand lui-même fustige l'esclavage des Noirs dans son pays. Le rôle des Noirs dans l'échelle sociale. Attendez, il ne vous a pas dit qu'il est opposant. C'est un candidat présidentiel qui n'est pas opposant. Attendez, s'il vous plaît, Gaston Kelman, ce monsieur est un économiste français d'origine mauritanienne. Donc il travaille en France. C'est un haut fonctionnaire. Il n'était pas candidat. Il était candidat. Donc, il était candidat à la même place que la majorité. Ce n'est pas au moment de la campagne présidentielle qu'il fustigea l'esclavage et la maltraitance des Noirs dans son pays. C'est hors cadre. Vraiment longtemps avant. Donc si lui, qui est mauritanien, vient dire il y a l'esclavage dans mon pays, le noir subit ceci dans mon pays, et vous venez me dire le contraire, c'est être plus royaliste que le roi. Il est économiste. Il n'est pas sociologue, il n'est pas anthropologue, il n'est pas ethnologue. D'accord. Qu'est-ce qui lui permet de faire une analyse dans le champ qui n'est pas Vous voulez débattre avec lui? Absolument. Bien, je vais donc l'inviter, et vous inviter, vous allez débattre avec lui. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il vaut mieux pour ces choses-là faire passer le FRAM. Le Front révolutionnaire mauritanien. Vous avez les coordonnées de quelqu'un? Bon, peut-être on peut en trouver. Oui, moi je peux en trouver. C'est pour cela que je vous ai demandé par Sémé Django d'être un bénévole de GMTV+. Car je ne peux pas tout faire seul. Parce que Gaston Kelman, après, là, c'est moi qui tiens les caméras. Après le montage, c'est moi. Pour préparer cette émission, c'est moi qui tout cherche. Je peux vous garantir pour vous recevoir là, c'est minimum 10 jours de travail non-stop. Vous voyez le truc, il faut lire des choses, il faut apprendre. Et en plus, il y a tellement de choses fausses sur vous, écrites sur votre Wikipédia. Je vais finir par jeter un coup d'œil là, je vais voir. Allez-y, il y en a des choses. Bon, alors, donc vous avez écrit sur démocratie en Mauritanie, cela ressemble à s'y méprendre au livre de mon ami Guy Magua qui m'a eu sur la démocratie au Togo. Tu es journaliste. Il vous a contaminé ou quoi? Non, je crois que c'est vous qui l'avez contaminé. Je n'en sais rien. Personne n'a contaminé personne. Personne n'a contaminé personne. Je n'ai pas lu son livre. Voilà. Et si on dit la démocratie au Togo, je ne sais pas si tu as lu le livre, ça peut justement vouloir dire qu'il n'y en a pas. Ah, c'est ce que je disais. Oh, tenez-vous tranquille, je sais de quoi je parle. Je suis écrivain moi aussi, alors je sais ce que vaut le titre, ce que ça porte, ce que ça signifie. Bon, mais j'ai interviewé l'homme, quand même, sur son livre, d'accord? Donc j'ai eu une petite idée de ce qu'il a écrit. Mais s'il est maintenant du côté du pouvoir togolais, tu veux qu'il fasse quoi? Pardon, il est du côté du pouvoir? Je dis s'il est du côté du pouvoir togolais. Si par hasard, il est du côté du pouvoir. Monsieur, il n'est pas en train de me donner une information là? Non, c'est une hypothèse. Il y a longtemps, je ne l'ai pas vu à Paris. Il n'est pas seul, d'accord. Je vais l'appeler, il va falloir que tu me dises où tu es. On poursuit. Ah, j'adore cette émission. On peut dire des bêtises, mais les bêtises, il vaut mieux les dire que les faire, n'est-ce pas, Gaston? Absolument. Très bien, on poursuit. Et parmi les bêtises, les bonnes bêtises, vous avez écrit ensuite la Bible de l'humour noir. Oui, là, je me suis Vous l'avez publié chez Michel Lafon en 2012. Je me suis fait énormément plaisir, là. J'ai massacré les noirs à chaque page. Ouais. Et les noirs qui mangent du manioc? Ben, je ne sais pas, qui font ce qu'ils veulent, quoi. Il y a l'humour Bassa, Douala, Babuleke, Betty, Congolais, Centrafricain, Antillais. Enfin, il a écrit quelque chose sur son pays, le Cameroun. Pays de l'eau et du feu, publié chez Jaguar en 2015. Je n'ai pas écrit le livre
pour la simple et bonne raison que c'est un livre publicitaire. Et on m'a demandé si je peux faire la préface. Voilà. D'accord. Donc, vous allez demander à celui qui a écrit votre Wikipédia de revoir ça, car dans vos publications, c'est écrit cela. Non, c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, dans vos c'est un beau livre, voilà, comme on appelle. Bien, qui l'a écrit? Non, c'est un beau livre, je crois, qui a été écrit par Jaguar lui-même. D'accord. Parce que c'est la plus... Comme Gaston l'a préfacé. Oui, on considère donc il n'y a pas de nom en fait. Dans ce cas, il faut, vous voyez bien qu'il ne paye pas. Je savais pas. Que vous avez écrit un livre. Non, mais je ne savais pas, je n'ai pas... Wikipédiaiste, allez voir Julien Assange avant d'écrire sur les gens. Par contre, j'ai écrit un livre sur le Cameroun, enfin au Cameroun, mon premier livre au Cameroun, c'était pour en finir avec la Libye raciale. Ah, d'accord, je ne l'ai pas ici. Ensuite, on me parle d'un autre livre que vous avez écrit, La France, pays de race blanche, 3 points de suspension, vraiment. Ouais. Vous l'avez publié chez l'Archipel en 2016. Tout à fait. Ensuite, et là, je dis que la France n'est pas raciste, mais que ses élites sont schizophrènes. Ah, c'est la théorie que je tiens là. La France n'est pas raciste, mais les élites sont schizophrènes. Ah, d'accord, oui. Dans cette édite-là, même les travailleurs du Pôle emploi doivent être élites, quoi. Évidemment, bien entendu. Les instituteurs sont des élites. Je comprends dans ce qu'il m'avait dit quand il fallut que j'aille à l'école de journalisme. Au Pôle emploi, on m'avait dit que c'était un métier réservé à l'élite. S'il veut être plombier ou quoi que ce soit, on peut financer les journalistes. Et puis les élites, parce que les élites ne sont pas forcément les dirigeants du pays. Mais oui, non, l'élite n'est pas dirigeant. L'élite, c'est une pensée à un instant, à un moment donné de son intervention. Donc ces jeunes gens de 25 ans qui tenaient tel propos font partie de l'élite. Qui tiennent quoi? Qui tenaient de tels propos pour l'emploi 25 ans, 28 ans faisaient partie de l'élite déjà. Waouh! Franchement, si tu crois vraiment qu'on... C'est pas lié à l'âge non plus, l'élite. Qu'on peut traiter un thème comme celui-là, il faut lire seulement le livre, tu vas voir. Il faudrait que je le lise. Je ne l'ai pas eu, donc je vois sur Wikipédia. Ensuite, en 2021, vous avez écrit Le crépuscule d'un Sherpa. Les affaires africaines de William Bourdon. C'est un livre que je n'ai jamais pu écrire non plus. Et je le regretterai toute ma vie. Il n'a jamais été écrit. Parce que je voulais à tout prix massacrer William Bourdon. Oui, tout à fait. Ce type-là qui se prend roi de l'Afrique, qui décide de les bien malaquer tout le reste, alors que lui-même n'arrête pas de se sucrer sur toutes les tables. Je voulais vraiment le massacrer. William Bourdon? Oui, bien sûr. Je vais lui envoyer cet extrait. Hein. J'ai son numéro, je vais lui envoyer cet extrait. Oui, si tu veux. D'accord. Il n'y a aucun problème. Moi, je vais lui donner. Je vais lui donner ce qu'il a fait. Je voulais à tout prix écrire ce livre-là, mais j'ai fait de malchance sur lui. Non, pas seulement de malchance d'ailleurs, parce que lui et Boabato, ils étaient dans leur truc. Boabato qui lui donnait de l'argent et pour salir la Mauritanie, justement. Et ce livre-là, il a fait de malchance, pas possible. D'abord, moi, je ne suis pas journaliste. Il fallait que j'ai un journaliste pour faire les enquêtes, et puis moi, j'écris. Dès qu'on prenait un journaliste, je pense que les autres le payaient. Plus que ce qu'on pouvait lui proposer, le gars disait qu'il n'est plus là. Le dernier qui a accepté, François Mattei. Oh, personnellement. François Mattei a accepté. C'était un ami, François. Tu vois, François Mattei accepte. Il me claque sur les doigts. Il décède. Au début du Covid, là. Oui, non, c'est pas le Covid même. Lui, c'est même pas le Covid non plus. Il était déjà malade avant. Oui, il était malade. Je crois qu'il avait un cancer. J'avais dit cancer, mais quand il ne venait pas, je comprenais qu'il était à sa chimio, quelque chose. Le Covid arrive, donc les soins sont... Oui, tout à fait. Exactement. Les gens qui encadrent les malades, eux-mêmes n'étaient pas... Et là, le gars me dit, Gaston, on va aller travailler. Le gars me claque sur les doigts. Vraiment, j'ai dit, je n'écris plus ce livre-là parce que là, on arrête. On avait déjà choisi un éditeur, tout était prêt, la couverture même est là avec un croissant et tout cela. Je n'oublierai jamais cette mésaventure. Et je peux vous le dire, Gaston, François Mattei serait allé jusqu'au bout de l'aventure. Mais toi, tu es malade ou quoi? Le gars me disait Gaston, là. Je peux vous dire non, parce que ce gars, avec le livre sur Bagbo et tout. Le gars me dit que c'est un gars qui était source d'informations. Ce gars ne cherche pas là, c'était un racketteur. Il rackette les dirigeants africains. Tu lui donnes pas, il dit du mal de toi. Pas seulement qu'il dit du mal. Pas seulement qu'il dit du mal. Ils pillent. Ils arrivent par leur procédure judiciaire à piller, à voler les biens. Les biens des moi j'étais sur le plateau avec une de ces filles. Donc on sait pas où c'est parti. Mais pourquoi il n'y a que l'Afrique qui vous êtes l'Afrique noire? Exactement. Pourquoi il n'y a que l'Afrique noire? Ah oui, on va aussi.
Parce que nous sommes tellement fragiles. Parce que voilà encore un domaine. Voilà encore un secteur sur lequel les Africains devaient s'organiser. Voilà. Les Africains devaient s'organiser en commission, mais pour combattre. Attends, je suis allé au Cameroun. J'ai cherché des avocats pour qu'on forme justement un collectif. Et je leur disais, mais vous êtes malades mentaux. Vous donnez l'argent à des avocats blancs qui n'aimeraient pas que cette affaire s'arrête, puisque vous les payez aussi longtemps que l'affaire. Il est traîné. Et vous prenez votre argent. Je leur dis, c'est qu'est-ce qui était. Comment s'appelle la femme, la guyanaise là? C'est Taubira qui était ministre de la Justice. Je leur dis, allons voir. Il faut que quelqu'un nous présente au Bian, par exemple, qu'il nous paye le transport. On va faire le sit-in devant le bureau de la ministre de la Justice et cette affaire-là s'arrête. Prenez les Noirs, maintenant il fallait les Blancs. Aussi simple. Le culte du Blanc. Il fallait les Blancs. Il y a un autre président africain, je voulais écrire des livres sur lui. Et voilà, je vais te dire pourquoi est-ce que la Mauritanie, par exemple, est un pays qui, pour moi, vraiment, est un pays extraordinaire. Je dois écrire un livre sur Elival, justement. J'ai le vent à poupe et tout. Le journaliste, le gars qui est son attaché, vient lui dire, écoutez, il voit Fadela, non, pardon, pas Fadela, la petite Safia Autocoré. Il voit Safia, il y a Safia était avec Mélonio. Il dit, bon, écoute, moi je cherche un écrivain, tu ne connais pas un écrivain qui pourrait écrire un livre pour le président. Ah, il lui dit, moi je connais qu'un, c'est Gaston, mon tonton. Ah, Gaston, tu veux chercher, il n'y a pas de problème, j'ai jamais connu la Mauritanie. Et le président de la Mauritanie, son gars va lui dire, monsieur le président, j'ai trouvé le titre, il paraît que ça s'appelle rare, tu ne peux pas trouver mieux aujourd'hui. Et le président, il dit au président, voilà, mais il s'appelle Gaston Kelman. Ah, j'ai entendu parler de ce type-là. Il dit, mais je dois vous dire qu'il est noir. Là, il dit, ton type-là, il est noir. Il dit oui, avec son nom bizarre, là, comme ça, Kelman, c'est un noir. Il dit oui. Et c'est lui qui a eu ce succès-là, le gars, il dit oui. Mais dans ce cas, il est le meilleur. Un noir qui a un succès comme ça en France ne cherche même pas quelqu'un d'autre. Voilà les pays racistes qui n'aiment pas les noirs. J'ai essayé, je peux dire les noms, j'ai essayé d'écrire des livres pour Sassou Nguesso, pour tout ce monde-là. Le fait que je sois noir, c'était un handicap. Mais il fallait manger le manioc. Le fait même que j'ai goûté le manioc, on n'a pas voulu. Voilà, j'ai goûté vous n'aimez pas le manioc, vous voulez écrire sur Sassou qui mange le Congo et le manioc. Comment ça va passer? Parce que j'étais avec son équipe, j'étais tout le temps avec des gens qui travaillaient pour le jeu. Mais tiens, moi je peux l'aider à faire une planification, tant. Oui, les gens étaient enthousiastes. Parti là-bas, on a compris qu'il fallait que je sorte. Bon, c'est peut-être bien, vous aurez écrit sur la démocratie au Congo, comme votre frère a écrit sur la démocratie au Congo. Non. C'est peut-être bien moi, je n'insulte pas. Vous aurez compris que je n'insulte pas les présidents africains parce que je sais que je ne suis pas meilleur qu'eux. Mais par contre, je suis supposé les conseiller. Si quelqu'un accepte mon conseil, quel qu'il soit, je vais le lui donner. Parce que je suis un intellectuel libre total. Rassurez-moi, vous êtes toujours noir? Pourquoi? Parce que c'est les Blancs qui conseillent. C'est Bernard Kouchner qui gagne beaucoup d'argent dans ce genre de pays. Mais voilà, justement, on ne veut pas de moi. Justement, ce salon-là ne veut pas de moi. 200 000 euros pour une conférence qui ne vaut rien. Oui. Mais c'est tout. Ah, tu as oublié son truc là pour. Non, là c'était le Gabon. Tu as oublié son truc sur la sécurité sociale au Gabon. Ben voilà. Il a fait du copier-coller. Il a fait du coller-coller. En effet, j'ai dit à David quand il est arrivé. Il a fait du copier-coller. Le Valois pleurait, c'est à côté. C'est à côté, juste à côté. Comment il s'appelle? Patrick Margani. Il arrive à Bangui avec Bozizé. Il repart de Bangui avec une mallette contenant 3 millions d'euros. Je vous l'ai dit que vos propos, je n'ai pas vu. Je n'ai pas enquêté là-dessus chez les spectateurs, c'est lui qui le dit donc. Bon, Denis Sassou Nguesso, monsieur le président, donnez un peu d'argent à JMTV+, mais officiellement, parce que si je prends votre argent, je dirais j'ai plus votre argent et je vous critiquerai quand même. Ah, je suis comme ça. Même si vous, Gaston. Pourquoi critiquer? Non, s'il fait mal, je dis qu'il a mal fait. Tu donneras des conseils. Pourquoi tu ne dis pas? Il faut dire, je dirais ce que vous avez fait. Je dirais, vous. C'est vrai que c'est négatif déjà. D'accord. Je critiquerai. La critique est aussi constructive. N'oubliez pas Gaston Kelman. Oui, attends, honnêtement, bon, ne jouons pas avec les mots. Ta critique là était constructive. Si. Ok, parfait, on continue. Si. On continue. Mais je vous critiquerai quand même. Tu parles quand même à littéraire, Amour. Donc, tu négatif. Littéraire. Tu négatif. Donc, je vous critiquerai quand même. Il faut positiver. Il faut que moi, le littéraire, ça passe inaperçu. Il faut positiver. Je prends mon argent et je vous critique quand même. L'expression quand même négative déjà. Passez-moi et Django. Je vais maintenir cette phrase-là.
Bon. C'est pour qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'il m'aurait donné de l'argent que je ne dirais pas du mal de lui quand il a fait des bêtises. Non, mais c'est toi qui es venu dire après que la critique c'est pas sur mal. Elle est aussi constructive. Voilà, si je vous critique parce que vous avez mal fait, ça va vous permettre de vous corriger. Donc, monsieur Sassou Nguesso, l'argent que vous donnez à Kouchner, j'en ai besoin sur JMTV+. Donnez-moi un peu, mais sachez que même quand vous m'en aurez donné, hein, je vous critiquerai si je vois que Gaël veut vous succéder. Bah voilà, je critiquerai. Et je dirais ça changera pas. Il faut quand vous mangerez un bon pongo pour encourager les Congolais de manger le pongo, manger local, je le dirai aussi positivement. Quand vous direz maintenant j'organise ce pays, je donne à boire, il existe à tout le monde, je dirai que vous avez bien fait. Donc voilà, je vous envoie l'extrait comme ça. C'est bien dit, non? Bon, pour finir dans vos publications, vous, le sosie de Tchénoa Achebe, venez de publier L'immortel de Boumyébel. Le sosie de Tchénoa Achebe, ça vous va ça? Si. Le sosie de Tchénoa Achebe, ça vous va? Absolument pas. Pas je suis le sosie de personne. Regardez-vous. Je me suffis largement. Si Tchénoa veut être mon sosie, eh bien qu'il soit mon sosie. Parce que Django, regardez-le. C'est pas Tchénoa Achebe là devant nous. Je ne suis pas le sosie de Tchénoa Achebe, je suis pas le sosie de Tigard. Je ne suis pas le sosie de je ne sais pas quel autre révolutionnaire qui porte le béret. Bon, toute proportion gardée, bien entendu. Voilà. L'immortel de Boumyébel, dialogue d'outre-vie, consacré au grand leader de la lutte pour l'indépendance, Ruben Ouniobé, assassiné par l'armée coloniale française le 13 septembre 1958. C'était à Boumyébel. Non, oui, à côté de Boumyébel, le coin précis c'est Libé-Lingoï. Comment dire ambassade, je ne connais pas. Mais voilà, Boumyébel c'est en français. Comment dire ambassade, je ne connais pas. Meïbé. Donc, c'est à côté de Boumyébel, on a dit Boumyébel. J'ai grandi en sachant qu'il a été assassiné à Boumyébel. Non, oui, justement, c'est pourquoi beaucoup de rescapés de ce drame-là s'étaient réfugiés en Centrafrique. Qui, par exemple Bon, des populations, hein, donc ceux qui ont pu fuir de... Oui, il y a des gens, comme le papa de Bisseni, par exemple. Bisseni était en Centrafrique, sa famille était là-bas, moi je les ai rencontrés. J'ai rencontré les Ingulu. La famille des Ingulu, ils étaient à l'intérieur du pays, où les parents travaillaient pour une société commerciale. On s'est connus, bon, moi j'avais à l'époque dans les 8-9 ans par là, on était encore des gamins. Mais les gens nous expliquaient, les parents nous expliquaient la guerre qui a fait fuir tout ce qui s'est passé. À l'époque, c'était qui était à la tête de la Centrafrique là? C'était Boganda? Non, Boganda, donc parce que lorsqu'ils ont éliminé en 58, Boganda est mort après le 13, ce qui s'est passé au Cameroun le 13 septembre, non, le 13 mars. Le 13 septembre 59. Et en décembre, non, le 29 mars 59 de la même année, Boganda a été éliminé. L'année après. L'année après. Donc, 59. Non, Boganda a été éliminé le 29 mars. Et Boumyébel plus tard. En septembre. En septembre, la même année. Il fallait éliminer tous ceux qui dérangeaient. Voilà. Parce que on voulait donner aux autres. Ce Boganda prenait les États-Unis d'Afrique. L'Afrique centrale. D'où le nom Centrafrique. Et les Oumyobé étaient pour ce projet-là, des États-Unis d'Afrique centrale. Parfois, je me pose la question. On neutralise Boganda, on élimine Oumyobé et tous ceux qui. Parfois, c'est juste une parenthèse, je n'accuse personne. En 1940-44, le capitaine Charles Ntchoréré avait déjà ces idées-là. Quand on sait que le 7... Charles Ntchoréré, capitaine Charles Ntchoréré, vous lirez l'article qui est là-bas, car j'ai combien documentaire sur lui, qui a gagné des prix. Quand on sait qu'il avait ces idées-là dans les années 40, 44, quand on sait que le 7 juin 1944, il n'avait même plus de munitions dans la ville des Rennes, dans la Somme ici, c'est comme ça qu'il a été fait prisonnier, il n'y avait plus rien pour combattre, et son commandant s'est sauvé, il l'a laissé là. On se pose des questions sur cet assassinat-là du capitaine Ntchoréré. Est-ce que ces idées n'ont pas contribué? Bon, c'est juste une question, je n'ai accusé personne. Bon, Gaston Kelman, le cinéma vous aimez, hein? Le cinéma? Avant le théâtre, les deux théâtres, maintenant il y a eu un peu de cinéma sur vous, non? Noir, l'identité au cœur de la question noire, long métrage en 2006. J'étais là-dedans, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Non, c'est pas vous. Cinéma. Je sais que c'est pas vous. Ah, d'accord. C'est Arnaud Gacha qui l'a fait. Oui, voilà. C'est pas lui qui est adjoint de Annie Hidalgo, là? Oui, tout à fait. Arnaud Gacha.
faut répondre au petit nègre babiliqué que je suis quand je vous écris. Hein. Le pouvoir, là, ça peut... Attention, hein, je le dis à l'antenne, hein, parce qu'Arnaud Gacha ne répond pas aux énergumènes comme moi. Voilà, donc je le dis. Félicitations Arnaud pour ce film, mis en DVD en 2008. Donc, vous étiez concerné, vous étiez dans ce film car concerné par l'identité, le cœur de la question noire. Bien, ensuite, Noir de France, moyen métrage en 2011. Documentaire de Juan Gelas et Pascal Blanchard. Pascal Blanchard, oui. Salut Pascal. Ah, vous le connaissez bien aussi? Oui, je connais bien. Oui, cher Pascal, lorsque de petits nègres que je suis vous écrit, prenez quand même la peine de répondre. D'accord? Je vous aime beaucoup. Mais prenez la peine de répondre aussi. Je vais lui envoyer cet extrait comme ça. Hein. Je vais garder ça comme ça. On va voir les gens qui répondent aux petits nègres que je suis. Pascal Blanchard, Arnaud Gacha. Franchement, je pense pas que vous serez plus importé que Jacques Cheminade, qui a 83 ans, qui grimpe mes escaliers et s'assoit là. Soyez un peu humbles, les amis. Hein? Ce que vous prenez, vous ressemblez un peu à ce que vous prenez quelquefois. Bon, alors, ce court-métrage, mais que faisiez quoi là-dedans, version Kelman? Vous êtes acteur ou quoi? Noir de France, moyen-métrage, documentaire. Ah oui, vous êtes acteur. C'est un documentaire. C'est un documentaire, c'est que j'ai jamais fait du cinéma d'acteur. Pas encore? Ouais, j'attends les propositions. Pourvu qu'elle soit intéressante. Et les Nike. Mais j'ajoute à faux. Vous allez pouvoir un jour initier un film sur le drame que le Cameroun a connu. Et là, j'ai joué. Je crois que j'aimerais jouer Wantier. Voilà. Non, je sais ce que je vais vous faire jouer. Je sais déjà. D'accord. Quand j'écrirai un film sur Tchéno Achebe, je ne chercherai pas. Ah bon, hein? Regardez, vous mirez-vous comme ça. C'est Tchéno Achebe. Parce qu'un film, bon, déjà, il faut d'abord, donc, bon, l'histoire, on l'a déjà. Il suffit de l'écrire. Oui. Et maintenant, mettre en place, donc, le collectif qui va mobiliser les moyens pour la réalisation. Ah, mais j'aimerais bien mobiliser les moyens plutôt en Afrique, pas en Occident. Mobiliser les moyens, peu importe comment. D'abord, il faut d'abord organiser la chose. C'est un peu comme lorsque vous créez une entreprise. Vous montez votre projet, vous faites votre business plan, et vous cherchez donc le financement, etc. Tout le temps. Donc, dans la communauté. L'immortel de Bonyebel, dialogue d'outre-vie de Gaston Kelman, qu'on peut retrouver où? En France, on ne peut pas le trouver. Sauf si, oui, non, il n'est pas vendu en France, il est vendu au Cameroun, dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Mais si, par exemple, il y avait des commandes, je pourrais faire arriver... Parce que pour moi, en fait, ce livre-là, c'est pas pour la France. C'est vraiment pour la France. Si quelqu'un veut le lire, qui se débrouille à le trouver, le veut. C'était vraiment pour les Camerounais, c'est pour eux. J'aurais pu... Et puis d'ailleurs, ce qui est... Vous n'avez pas le droit de le lire, vous n'êtes pas Camerounais. Si. Ah, c'est ce qu'il a dit. Non, je dis, c'est surtout pour les Camerounais. Ah non, mais une œuvre a un espace. Il faut le savoir qu'une œuvre a un espace de destination. Après, elle peut devenir universelle, mais il y a un espace de destination. Je ne l'aurais jamais publié en France. Si je l'ai publié en France, 5% des Camerounais allaient le lire. Si je l'ai publié au Cameroun, il y a plus de chances que les Camerounais le lisent, parce que c'est pour lui. Et puis d'ailleurs, rassure-toi, personne ne l'aurait publié en France. Parce que personne ne publiera un livre qui parle comme ça de la France et qui présente des choses telles qu'elles sont. C'est dommage que mon ami Yves Michelin soit décédé, car lui, il l'aurait publié. Je ne suis pas sûr. Je suis sûr. Sur la fin de sa vie, si vous savez ce qu'il a publié. Bon, alors personne ne lui a proposé un essai jusque-là, mais je ne le connais pas dans les essais qui présentent une certaine Afrique. Il a beaucoup publié sur l'Afrique à la fin au crépuscule de sa vie. Toujours est-il que aujourd'hui, donc, depuis un certain temps déjà, nous avons donc un public africain, en Afrique, voilà, qui accède aux connaissances et au savoir qu'il lit. Et ces publications il y a lieu de faire, de développer les éditions africaines. Nous avons les éditions clés au Cameroun. Non, au Cameroun, rassure-toi, on a plus de 100 maisons d'édition. Voilà. Mais le problème, c'est justement qu'il n'y a pas un catalogue assez important et que les pauvres crèvent de faim. Il y a par exemple Manman qui a ouvert la maison de Chabel. Il y a là où j'ai publié Interligne, c'est des garçons qui sont vachement bien. Voilà. Il y a Ifriqiya avec... il y a Ifriqiya, effectivement, avec... comment s'appelle mon cher ami là. Donc il y a de très bonnes maisons. Donc ils vont mieux publier au Cameroun. Ils vont mieux publier en Afrique. Il y a de plus en plus. Aman Mana, ce serait bien de répondre, car il y a quelqu'un qui se plaint ici à Paris. Voilà, vous savez qui. C'est un ancien journaliste qui a 78 ans maintenant.
avec Vous avez fait les choses, son livre, il ne comprend pas, il est sur la fin. Ce serait bien de lui répondre. Ce monsieur est sur la fin. Voilà, il est déjà un peu atteint d'Alzheimer, mais il a eu le temps de tout m'expliquer. Et je vous ai contacté à Manmana, et comme Pascal Blanchard, et comme Arnaud Gatcha, on n'a pas répondu, pourtant vous avez vu mon texto par WhatsApp. Voilà, comme vous ne réussissez pas, je le dis publiquement, comme ça si vous m'attaquez en justice, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous connaissez peut-être, pourquoi son nom m'échappe. Il a travaillé à l'ambassade de France ici, là. L'ambassade de France. L'ambassade du Cameroun. C'est un monsieur qui a 78 ans maintenant. Pourquoi son nom m'échappe tout à coup? Il fait quoi? Samuel Badjo. Ah, Samuel Badjo. D'accord, ok. Samuel Badjo n'est pas content à Manmana et je vous ai contacté, vous ne répondez pas. Son livre, il n'a aucun droit, il n'a perçu aucun, il n'aurait perçu aucun sou, aucun droit. Oui, mais tous les livres édité par l'autre, même le contrat. Ah oui, d'accord, ok, bon, ben si le contrat n'est pas. Même le contrat, alors si nous voulons bien faire. Parce que si on croit qu'un livre apporte de l'argent, ce n'est pas aussi automatique que ça. Ce sont bien les choses. Où est le contrat, maintenant, il se plaint de ne pas l'avoir. Donc faites quelque chose. Si nous ouvrons une maison d'édition en Afrique et nous ne voulons pas être sérieux, comment voulez-vous que les gens aillent vous donner des livres? Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on me contacte pour un livre, je vous le dis sur ce plateau, je déconseille aux Africains d'aller se faire éditer chez l'Harmattan car je trouve que c'est au prolongement de l'esclavage. Comment peut-on demander à quelqu'un de vendre 500 livres avant de gagner 1 centime sur le 501e livre? Ça, je dénonce ça, même si je sais que monsieur André... Toi, il n'atteindra jamais 400. Voilà. Je sais que M. André Julien Ben, qui a vu ça, qui m'a entendu dire cela à Pierre Moukoko ici, n'est pas content, mais il a plutôt fustigé Pierre Moukoko, il ne peut pas me fustiger. Je l'inviterai à l'émission pour lui dire qu'il lui-même il prolonge l'esclavage de l'homme noir. André Julien est là encore, il est parlé, il est rentré depuis. Il est au Cameroun, mais il a suivi mes émissions, il n'est pas content. Ah, d'accord, ok. Ça suit au Cameroun, là vous êtes passé, là, on dit, vous allez faire quoi chez le Remi, vous êtes mal barré. Donc, voilà, je vous déconseille d'aller vous faire éditer chez l'Harmattan. Vous n'avez pas besoin d'édition, contactez-moi, je vous enverrai chez le frère africain, quelque part ici en Europe. Ce sera une auto-édition et vous gagnerez un sou sur votre premier livre. D'ailleurs, un Sénégalais qui vient en Allemagne vient me contacter. C'est comme Paul King, enfin, Paul King avait l'habitude de publier. Non, c'est comme ça. Donc, votre prochain livre, si c'est dans le même style que L'Immortel de Boumyébel, et vous ne voulez pas publier au Cameroun, je vous mon auto-édition ici en Europe, je sais où vous envoyer. Peut-être avec 500 €, vous prendrez tel nombre de livres. Comme ça, dès le premier livre, vous gagnez de l'argent dessus. Il n'y a pas de faire l'Harmattan où vous gagnez. Non, ça, c'est le prolongement. Je pense qu'on commence à le comprendre. Voilà, je le dis, si l'Harmattan veut m'attaquer en justice en France, vite fait, j'irai en justice dire que vous êtes des conneries, vous faites là. Si on vous me condamnez, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Gaston Kellman, avant de clôturer ceci, y aurait-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus, parce que je ne sais pas tout, j'apprends tous les jours. Donc répondez à la question non posée pour clôturer. La question non posée? Non posée, oui. Ah oui. On vous a jamais fait ça, hein? Non, oui, franchement. Mettez les pieds dans le plat. Vous répondez à la question non posée. Je suis très heureux d'être passé par là. J'ai pris une orientation tout à fait neuve dans ma ligne éditoriale. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une association qui milite, qui s'appelle les Immortels, la route des Immortels. Et là, ça va des princes de la côte, Malimba, avec Eboué Sawa, avec Rudolf Magabel, et jusqu'à Wandier. Yeah. Je voudrais que toutes ces personnes-là rentrent dans notre panthéon et qu'on exhume tous les martyrs de Charnier, de Napalm, de la Métier, de tout. Voilà, donc je n'attends pas que c'est la France qui ouvre les archives et que je parle de mon peuple. Je parle de mon peuple de façon mémorielle, de façon affective, de façon émotionnelle, de façon émotive, et là, personne ne fera ma place. Voilà pourquoi est-ce que j'ai embarqué des gens. Nous sommes sur un livre qui s'appelle justement La route des immortels, qui va recenser tous les immortels, ceux qu'on ne connaît même pas, et puis aussi, il y a même des blancs, hein, si je vous dis par exemple que Madame Kozen, n'imaginerez jamais que cette femme-là, on l'a assassinée au Cameroun parce qu'elle défendait les Camerounais. Ah, ça je découvre. Ah, oui, moi aussi j'ai découvert. Elle a été assassinée à Eilat, à 1 km de Volova, où elle a créé une école,
où elle formait, où elle travaillait avec les Noirs, où elle voulait même envoyer un rapport à l'ONU sur ce que les Noirs souffraient là-bas. Un jour, on l'a trouvé clic. Je suis sûr que ce ne sont pas les Noirs qui Non, je peux aussi vous parler de Gaston Donat. Lui, Dieu merci, n'a pas pu se faire, il a réussi à ne pas se faire assassiner, mais quand il écrit sur ce qu'il a vu, parce qu'il a été institué au Cameroun, c'est lui qui a la carte numéro 1 de l'UPC. Il a créé le centre de formation, c'est lui qui a été le premier à faire passer le souffle révolutionnaire au Camerounais. C'est lui qui a créé le syndicat dont Oumyobé était le patron à un moment donné. Et c'est lui qui a lancé les jalons de l'UPC, si bien qu'il a la carte numéro 1. Voilà aussi. Vous l'avez appelé comment? Gaston Donat. Un autre Gaston. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde ne peut pas de Gaston. Il s'appelle Donant. Oui, on a rebaptisé Donnant, pas Donat. Oui, c'est Donat. Voilà dans des immortels aussi de notre chaîne. Et voilà, il y a par exemple ce garçon-là, monsieur Fossi, qui a attrapé un blanc, qui l'a traîné. Le gendarme Koutard. Donc, je le disais aujourd'hui, c'est moi qui ai fait l'histoire soit connue. Voilà, dans ce type-là, il sera dans ce livre. Voilà, dans des immortels comme ça qui ne sont pas beaucoup connus, qui seront dans ce livre, parce que les gens connaissent Moumyobé, Moumié et Wandié. Mais les gens ne connaissent pas Fossi, les gens ne connaissent pas Kozen, les gens ne connaissent pas Donat. Et pourtant, c'est des personnalités. On peut le dire, c'est la raison pour laquelle vous m'avez appelé il y a 10 jours. Tout à fait. Et je vous ai chauffé au téléphone parce que vous ne veniez jamais à mes émissions. Voilà. Vous voulez être en contact avec Louise Emeka Fossi, la fille de Jacob Fossi. Tout à fait. Quand vous rentrerez au Cameroun, vous me direz quand vous voulez aller à Bafoussam, vous irez la trouver à Bafoussam. Je viens d'être en contact avec les gens qu'on ne pouvait même pas imaginer, avec le garde du corps de Moumié. De Moumié, en effet. Voilà, il est à Babuncho, Babouantou, quelque chose comme ça. Donc, tous ces gens-là, je suis rentré en contact avec un type qui était qui le surnom tuait Oumyobé, un bon pays, Bassa. Donc voilà des gens que je voudrais immortaliser. Très bien. Donc, vous allez donc écrire sur Jacob Fossi. Voilà, puisque si je ne l'ai pas, on va écrire l'histoire sur le métier nous-mêmes. Voilà. Vous allez écrire, mais croyez-moi, ce qu'il y a sur la main vous aiderez beaucoup, car le jeune qui a témoigné de cet acte de bravoure de Jacob Fossi a aujourd'hui 76 ans. Il est encore en vie et il vient d'écrire un livre là-dessus. Et par Louise Emeka, vous lui parlerez. Donc je vous le promets, face caméra, je ne couperai pas au montage. Ouais. Car je l'ai déjà interviewé. Moi, s'il a écrit un livre, je l'achète d'abord, d'ailleurs. Très bien. Donc, c'est le titre du livre. Je vous aurai le titre du livre. Je vous envoie son interview sur GMTV+. Parfait. Je vous mettrai en contact. Très bien. Parce que Django, même si vous n'étiez pas l'invité principal aujourd'hui, vous faites partie des murs désormais de GMTV+. Répondez à une petite question non posée en clôture cette émission. De tout l'effort mémoriel qu'est en train de faire, d'entreprendre Gaston, moi je compléterais tout simplement par un effort juridique. Donc il faut rendre justice aux martyrs de ce drame que notre peuple a connu et connaît. Donc c'est en cela que nous interpellons nos juristes, les avocats, nos historiens. Il y a un travail d'investigation à mener, la constitution d'un dossier, à interpeller les auteurs de ce crime qui ne doit pas rester impuni. Il faudrait que l'histoire puisse ainsi rendre justice aux martyrs, juger le coupable. Ça n'a jamais été fait, ça n'a pas été fait. Et les représentants des criminels, des assassins, viennent se pavaner, faire des discours, par des dénégations, rejettent et refusent même d'admettre qu'il y ait crime, qu'il y ait génocide, qu'il y ait massacre, qu'il y ait eu usage du napalm pour incendier des villages, des régions tout entières. Et ça, c'est à nous, c'est aux descendants, c'est aux parents, aux partisans, aux amis, aux frères et sœurs des victimes de se mettre maintenant au travail pour exiger justice et réparation. Pour conclure, je dirais ici, Gaston Kelman a évoqué la route des chefferies. Oui, chers amis, sachez que dans mon travail d'investigation journalistique, je viens de découvrir qu'effectivement, la France pénètre les sociétés
secrète au Cameroun aujourd'hui pour les déstructurer. La France démarche des gens pour les aider dans cette sale besogne. Je sais qu'en France, on recrute des gens. Une femme au boulot vient d'être contactée en France et je suis au courant pour aider à déstructurer le village Boulou. Donc, vous, Camerounais qui passez le temps à parler de tribalisme, vous entretuez entre vous, sachez que je n'ai pas dit que vous avez un ennemi commun, mais c'est tout comme. Car quand on veut détruire les sociétés traditionnelles bamileke, on veut en même temps détruire les sociétés traditionnelles Bombok, Bassar, comme on veut détruire ce qu'il reste des traditions Petit Boulou. Sachez-le bien. Sachez-le bien. J'ai fait ce travail, j'ai des informations. Et toi, mon frère Sylvain Zaché, qui aide cela, bon, je déclare que je n'ai rien à déclarer. Mais je donne ton nom, si tu m'attaques en justice, je serai très heureux d'y aller avec toi. Je connais Sylvain Zaché, j'ai dormi chez lui à Nantes. Sa femme, Cathy, m'a fait un petit déjeuner le matin. Donc oui, Sylvain, tu aides à détruire les sociétés traditionnelles au Cameroun. Fais attention. Voilà, chers téléspectateurs de GMTV+, j'espère que ce bœuf politico-littéraire vous a plu. J'espère que vous voudrez revoir Gaston Kelman sur ce plateau chaque fois. Je l'engueulerai pour qu'il vienne s'il le faut, ou j'irai le trouver en Bourgogne pour l'amener sur ce plateau de force, même s'il est mon aîné. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. Et le prochain invité sera sans doute Zanganewa. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée, gardons quand même la banane. À très bientôt. Bye bye.